Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong et des arts énergétiques chinois. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les questions-réponses autour du Qigong. Il y a de nombreuses questions qui m'ont été posées sur la pratique des arts internes, sur la pratique du Qigong. J'ai déjà commencé à y répondre dans une précédente vidéo et nous allons continuer aujourd'hui sur cette lancée. Donc, bienvenue sur la chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Je suis Daniel et je vous accompagne dans cette découverte des arts internes chinois. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre avec les questions-réponses autour de la pratique du Qigong. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez un petit like si le contenu vous plaît. Je vous rappelle également que j'ai des cours de Qigong en ligne. Il y a toujours une période d'essai gratuite sur le site, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Alors, nous allons reprendre avec nos questions. D'abord, mon petit thé, un petit oolong. On a le thé noir, enfin le thé noir, ce que les Chinois appellent le thé rouge. Nous, on appelle ça le thé noir. Puis on a le thé vert et puis on a le oolong qui se situe entre les deux. On a aussi le pu'er, qui est aussi une variété de thé bien particulière. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo autour du thé. Allez, on y va pour les questions. Donc, j'ai une question à nouveau de Ronnie, qui m'en a déjà posé une dans la vidéo précédente. Alors, quand on pratique le Qigong des animaux, est-il préférable de dérouler seulement les animaux qui correspondent à la saison ou à la symptomatique, ou plutôt dérouler systématiquement les 5 animaux? Si on fait les 5, commence-t-on par celui de la saison ou pas nécessairement? Eh bien, Ronnie, là, il y a plusieurs cas de figure. En fait, soyez toujours très libre et très flexible, très fluide dans votre pratique. N'oubliez pas, les arts internes, les arts énergétiques, c'est aussi l'art de l'adaptation, l'art de se mettre en résonance avec ce qui se vit dans le moment et dans l'instant. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure pour la pratique, en tout cas plusieurs choix de stratégies pour la pratique. On peut pratiquer le jeu des 5 animaux dans, l'ordre dans lequel il a été créé selon Hua Tuo. Le jeu des 5 animaux est relié, en tout cas celui qui est le plus pratiqué, est relié à l'enseignement de Hua Tuo, qui est un célèbre praticien de médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, vous retrouverez sur mon site internet un article autour du jeu des 5 animaux où je donne un peu toutes ces composantes historiques. À nouveau, je vous mets le lien sous la vidéo en description. Donc, vous pouvez très bien les dérouler selon l'ordre de Hua Tuo. Et à ce moment-là, on commence par pratiquer le tigre qui correspond au bois. Ensuite, on pratique le mouvement de l'ours qui correspond à la terre. Ensuite, on pratique le mouvement du cerf qui correspond à l'eau. Ensuite, on pratique le mouvement du singe qui correspond au feu. Et pour terminer, on va pratiquer le mouvement de l'oiseau. Souvent, on dit aussi le mouvement de la grue, qui lui va correspondre au métal. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre le plus courant que vous allez retrouver. Bien sûr, je suppose que selon les écoles, il y a des variantes, il peut y avoir des ordres qui changent. Enfin, pour moi, personne n'a la vérité. En tout cas, cet ordre-là, il a un sens, puisque nous sommes dans une dynamique de contrôle des 5 phases, parce que la terre va, parce que le bois, on commence par le tigre, le bois, parce que le bois va contrôler la terre, va l'empêcher d'être, j'allais dire, trop expansive, et puis la terre va contrôler l'eau, et puis l'eau va contrôler le feu, et le feu va contrôler le métal. Donc quand on est dans cette dynamique des 5 phases, dans cette théorie des 5 phases, des 5 mouvements, les Wuxing, eh bien là, vous voyez qu'il y a un ordre particulier. On pourrait aussi le dérouler dans un autre ordre, puisque dans les Wuxing, il y a aussi l'ordre d'engendrement, où une phase engendre la phase suivante. Le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau, et l'eau engendre le bois. Enfin, pour en revenir à ta question, donc Ronnie, là je te propose par exemple de les dérouler selon cet ordre fixé par Hua Tuo. Voilà, ça serait un choix. On peut simplement
les pratiquer comme ça. Un deuxième choix serait effectivement de pratiquer en fonction de la saison ou de la symptomatique. Alors de la saison, c'est plus facile, hein, parce que vous savez dans quelle saison on est. Après, quand on parle de symptomatique, là, il faut avoir l'avis d'un praticien de médecine traditionnelle chinoise qui va étudier votre terrain énergétique, et à ce moment-là, vous conseillez quel animal pratiquer, enfin en tout cas, quelle phase vous avez besoin d'équilibrer, et donc relier le Qigong, l'animal en question, à cette phase. Mais là, c'est déjà plus particulier. C'est vraiment une manière de pratiquer que je ne conseille qu'aux gens qui ont une profonde connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, ou bien qui se font conseiller, qui se font guider par un praticien voilà, de médecine traditionnelle chinoise, quelqu'un de compétent, fortement compétent dans le domaine. Donc à ce moment-là, on pourrait choisir un animal, le pratiquer selon la saison, et puis insister un peu sur cet animal, ou bien le pratiquer selon, on va dire, le terrain énergétique, et là aussi insister sur cet animal en question. Après, j'allais dire, si on pratique les 5, à ce moment-là, pratiquez-les dans cet ordre de Huatuo, sachant que si vous les pratiquez dans un autre ordre, ce n'est pas catastrophique non plus. L'essentiel, c'est vraiment de pratiquer. Est-ce qu'il y avait autre chose oui, si on fait les 5, commence-t-on par celui de la saison ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Voilà. Après, voilà, sachez que, comme je vous le dis, la pratique est libre. Ne vous prenez pas la tête, surtout pratiquez. Allez, on va passer à la question suivante. Une question de Mika. Bonjour Daniel, ma question portera sur les 7 exercices de brocart. Donc, tu parles des 8 brocarts, en fait, c'est les patoanjin, les 8 pièces de brocart. Combien existe-t-il de versions ou d'écoles des 8 brocarts? Car je trouve qu'il y a trop de versions. Eh bien, il existe, à mon avis, un nombre incalculable de versions, hein, puisque la Chine est grande, et c'est un des Qigong qui est le plus répandu en Chine, donc il doit exister énormément de variantes. Après, sache que ces variantes, j'allais dire, se ressemblent de par leur contenu, c'est-à-dire que les mouvements sont les mêmes dans les variantes. Voilà, on retrouve toujours les mêmes mouvements, tirer à l'arc, sortir le poing, le chien qui remue la queue, voilà, tourner le pilier céleste, etc. Il y a tous ces mouvements-là, on va les retrouver dans toutes les variantes. Après, ils peuvent avoir un nom légèrement différent. Souvent, il y a des noms poétiques hein, qui sont utilisés pour certains, donc il peut y avoir des variantes au niveau des noms. Hein. Par exemple, le chien remue la queue, moi je l'ai renommé en apaiser le feu du cœur, puisque c'est la fonction de ce mouvement, essentiellement, c'est d'apaiser le feu du cœur. Voilà, donc il y a énormément de variantes, c'est très bien qu'il y ait plein de variantes, ça permet de découvrir plein de choses différentes, et puis des fois on a une variante qui va nous plaire plus que d'autres. D'ailleurs sur mes cours de Qigong en ligne, j'ai créé aussi une variante moi-même, hein, qui est une variante qui se fait en continu, c'est-à-dire sans pause entre les mouvements, un espèce de flow, je l'ai appelé le flow des pièces de brocart. Donc il existe aussi ici sur YouTube, là, sur ma chaîne YouTube, et je vais vous mettre le lien ici en haut à droite vers cette vidéo, comme ça vous pourrez la découvrir. Donc beaucoup de versions, beaucoup de variantes, mais j'allais dire un contenu et puis un objectif identique. Question suivante. Alors, une question de Sylvie Casal. Tu parles souvent de la fonction rein ou cœur en médecine traditionnelle chinoise. Oui, on est bien en train de parler de la fonction rein ou cœur et pas de l'organe. Tu as bien compris ça, on est dans le cadre strict de la médecine traditionnelle chinoise, de l'énergétique chinoise. Alors, y a-t-il une opposition ou une complémentarité avec les organes de la médecine conventionnelle? Oui, ben voilà, c'était la suite de ta question, tu vois, j'ai rebondi direct. Non, eh bien non, ne faites pas de parallèle. Ne faites pas de parallèle entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine conventionnelle. C'est vraiment deux choses à part qui ont leur fonctionnement propre. Voilà. Moi, j'ai des notions de médecine traditionnelle chinoise. Je n'ai aucune notion, je ne suis pas médecin, donc je n'ai aucune notion de médecine conventionnelle. Donc, ne faites pas ces amalgames-là. Quand on parle d'une fonction organique, que ce soit cœur, rate, poumon, dans le cadre du Qigong, de la médecine traditionnelle chinoise, ne le sortez pas de ce contexte. C'est pas parce que y a voilà. En médecine traditionnelle chinoise, avoir un vide de qi au niveau de la rate, ça ne veut pas dire qu'il y a une problématique organique, physiologique au niveau de la rate. Voilà. Différenciez bien le côté médical, médecine conventionnelle qui est traitée par les médecins, voilà, c'est quelque chose à part, et puis ce côté énergétique qui a son cadre vraiment propre, donc pas d'amalgame. Après, effectivement, en Chine, par exemple,
on peut retrouver, quand on va dans un hôpital public, il va y avoir un département de médecine conventionnelle et un département de médecine traditionnelle qui vont pratiquer de concert. Mais là, c'est comme, j'allais dire, en France, c'est-à-dire que les médecins qui font de la médecine chinoise sont également des médecins formés à la médecine conventionnelle. Voilà. Là, ici, en France aussi, vous pouvez aller chez un médecin qui est spécialisé médecin acupuncteur, donc qui maîtrise les deux côtés, et lui, il saura s'y retrouver. Après, voilà, pas d'amalgame en tout cas, c'est deux choses bien différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des complémentarités des ponts, mais là, on est dans quelque chose de très spécifique, de très technique. Voilà, donc on laisse la médecine aux médecins et le côté énergétique, là, nous, on peut s'y plonger en tant que pratiquant de Qigong. Donc, pas d'amalgame. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me relancer dans les commentaires, j'essaierai de préciser. Voilà. Question suivante. Une question de Stéphane. Je m'intéresse au Qigong depuis peu et je cherche à savoir par quel exercice commencer et à quelle fréquence. Alors là, Stéphane, je te dirais, c'est vraiment à nouveau une question très vaste. Moi, j'allais dire, fais au feeling. Voilà, suis ton feeling. Commence par butiner, par te balader entre les différents exercices, les différents Qigong, et vois ce qui résonne en toi, ce qui te parle, tout simplement. J'ai souvent ce type de questions sur mon site de cours de Qigong en ligne, où les gens me demandent par quoi commencer. Du coup, j'ai fait une vidéo pour les aider un tout petit peu. Et la première chose que je commence à dire, c'est butiner librement dans toutes les vidéos, visitez-les, découvrez-les, regardez-les, ne les pratiquez même pas au début, vous pouvez juste regarder. Et puis vous voyez tout simplement celles qui vous parlent, celles avec lesquelles vous êtes en résonance, et puis vous commencez à les pratiquer librement. Le truc, j'allais dire, c'est, voilà, faites léger, ne vous prenez pas la tête. La médecine traditionnelle chinoise, le Qigong, tout ça, c'est une histoire de circulation, que les choses circulent. Donc, laissez circuler librement, laissez-vous porter par le flux, laissez-vous porter par le flot. Ensuite, une fois que vous aurez un tout petit peu, fait cette étape de découverte, vous pourrez ensuite avoir des objectifs bien précis. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez besoin d'un peu plus de vitalité, au contraire, ou sinon au contraire, vous avez besoin de calmer un tout petit peu l'esprit, ou vous avez besoin de calmer l'esprit justement pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Ou après, vous pouvez avoir un objectif bien précis, et à ce moment-là, on peut déterminer des exercices précis, des méthodes précises qui vont travailler dans une direction précise. Donc là, à ce moment-là, il faudra s'entretenir avec un professeur de Qigong compétent, et il pourra vous guider dans la pratique. Voilà. Après, vous pouvez me poser quelques questions, mais ne me posez pas des questions médicales. Par contre, ne me dites pas j'ai tel problème de santé, qu'est-ce que Qigong? Non, moi je suis pas médecin. Je ne peux pas vous répondre dans ce sens-là. Par contre, vous pouvez me dire, ah ben tiens, quel exercice peut aider à la digestion, peut aider au sommeil, etc. Là, moi, je peux me positionner dans un cadre énergétique traditionnel chinois, et là, je peux dire, ah ben voilà, effectivement, là, par exemple, le feu peut être trop agité, hein, le qi du cœur peut être trop agité, donc on a besoin de l'apaiser un peu pour une meilleure qualité de sommeil, ou bien le qi de la fonction rate, eh bien, il est en vide, comme on dit. Et donc, à ce moment-là, il faut un tout petit peu le tonifier. Donc là, à ce moment-là, on peut donner des indications, mais ne posez pas de questions si vous le faites médical. Je répète, je ne suis pas médecin, je ne peux pas répondre à ces questions. Voilà, ça, c'est pas de mon domaine. Restons dans le Qigong. Donc, je me suis un peu égaré là, mais j'espère avoir répondu à ta question, Stéphane. Si tu as des questions, enfin un objectif bien plus précis, à ce moment-là, n'hésite pas à me le poser en commentaire. Une question de Paul. Bonjour, je visionne vos vidéos avec de beaux paysages. Peut-on pratiquer la posture de l'arbre le soir? Apparemment, il y aurait un effet sur le sommeil. Alors, oui, vous pouvez pratiquer la posture de l'arbre le soir. Oui, oui. Après, c'est toujours la même histoire, hein. Le Qigong, comme son nom l'indique, Qi, ce souffle interne, c'est ce qui circule dans les méridiens d'acupuncture, ce qu'on traduit souvent par énergie, mais ce que les sinologues vont traduire par souffle, mais le souffle dans le sens qui anime les choses. Voilà. Donc le Qi qui circule dans les méridiens, Kong, travail. Donc Qigong, le travail sur le Qi. Hein, la traduction, une traduction simple et littérale, quoi. Vous pouvez dire travail sur l'énergie. En tout cas, cette énergie-là, dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'énergie, c'est un terme vaste. Donc oui, on peut pratiquer la posture de l'arbre le soir, dans le sens où la posture de l'arbre va aussi contribuer à réguler la circulation du Qi.
hein. Et donc, effectivement, un trouble du sommeil peut être dû à une agitation du qi, à un dérèglement au niveau du qi. Et donc, à ce moment-là, travailler sur sa circulation plus fluide, plus régulée, plus harmonieuse, peut aider à la qualité du sommeil. Donc, vous pouvez pratiquer ce Qigong. Après, ce que je dirais, c'est que si vous pratiquez le soir, veillez bien à ne pas pratiquer en tension, c'est-à-dire ne pratiquez pas une posture de l'arbre avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité. Vous savez que cette pratique, cette posture est énormément développée dans certains arts martiaux internes, certains arts martiaux chinois, et là on peut la développer dans d'autres directions. Voilà. Donc pratiquez vraiment d'une manière posée, d'une manière calme, d'une manière détendue. Veillez bien au relâchement de la poitrine et au poser des épaules pour justement permettre au qi de s'abaisser au Tantian. On dit abaisser le souffle qi au Tantian. Voilà. Donc il va falloir travailler avec un état de détente optimal le soir pour développer cette posture. Alors, à nouveau, je vais vous mettre un lien ici en haut à droite vers une de mes vidéos autour de la posture de l'arbre que vous pouvez pratiquer. Vous pouvez également en retrouver de nombreuses sur mes cours de Qigong en ligne où je dois avoir, je crois, 4-5 variantes vidéo autour de la posture de l'arbre. Voilà. Alors, une question de 1, 2, 3 Micmac. Daniel, quelle différence entre les bouddhistes du monastère Shaolin et les taoïstes des monts Wutang dans la pratique des arts énergétiques? Alors, c'est une question qui est un peu délicate à répondre, dans le sens où là-dessus j'ai mon opinion propre, qui vient pas d'une opinion aléatoire, mais de mes recherches, de mes lectures et du point de vue historique qu'on porte sur les choses, et pas d'un point de vue partisan. Eh bien, d'un point de vue historique, les arts énergétiques au mont Wutang, alors qu'est-ce qu'on entend par art énergétique, hein? Souvent, il y a, j'allais dire, une idée reçue que le tai chi, par exemple, viendrait des monts Wutang. Voilà. Alors que si vous vous plongez vraiment dans des... il y a très peu de livres autour vraiment historiques, hein. C'est-à-dire quand je parle historique, c'est avec une recherche historique dans les cadres universitaires, quoi. Il y a vraiment très peu de choses autour de ça. Les choses qu'il y a autour de ça, c'est en anglais. Et ce qui fait que la plupart des choses qu'on lit sont plutôt, j'allais dire, amenées par les différentes écoles, les différents courants eux-mêmes. Donc évidemment, c'est absolument pas objectif. Donc historiquement, il n'y a pas le tai chi ne vient pas des monts Wutang, hein, je sais que ça va pas plaire à certains. Et au niveau des pratiques des arts énergétiques, eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, sur le mont Wutang, ce qui est sûr, c'est que c'est une montagne taoïste avec une tradition taoïste, donc obligatoirement il y a la pratique de ce qu'on appelle l'alchimie taoïste, le Netan. Donc voilà, ça c'est vraiment une pratique propre aux taoïstes, hein. Il y a, j'allais dire, différentes facettes dans le taoïsme, hein. Il y a le taoïsme très religieux qu'on peut voir quand on va en Chine, dans les temples, avec les cérémonies, voilà, différentes cérémonies, différents rituels, comme dans le bouddhisme. Et puis il y a cette partie, j'allais dire, plus interne, plus ésotérique dans le taoïsme, qui est pratiqué aussi par les moines, hein, pas tous, hein, mais certains moines, mais aussi par des laïcs, et qui est ce qu'on appelle l'alchimie interne, comme ce que vous connaissez peut-être de l'alchimie en Occident, c'est-à-dire cette recherche de la pierre philosophale. Sauf que là, j'allais dire la Tanor, le creuset, le lieu, le laboratoire, ça sera le corps, hein. Voilà. Donc c'est une pratique qui se fait dans le corps. Donc on a cette tradition de l'alchimie interne chez les taoïstes, le Netan. Et le Qigong est influencé, hein, la pratique du Qigong moderne, hein, est influencée fortement par énormément de notions de ces pratiques internes taoïstes, de cette alchimie taoïste, de ce courant taoïste, hein. Les choses ne sont pas, j'allais dire, hermétiques entre elles, hein. Il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y a le Netan, l'alchimie interne, il y a énormément de choses qui se croisent, hein. Des éléments de la philosophie chinoise, de la pensée chinoise ancienne, il y a énormément de choses dans le Qigong. Donc j'allais dire, quand on parle des arts énergétiques, pour moi, dans les monts Wutang, on parle du Netan, et là c'est une pratique propre aux taoïstes, voilà, tout simplement. Après, si vous faites allusion
au tai chi et aux autres choses comme ça, là, franchement, je ne rentrerai pas dans ce débat, on pourrait en faire une vidéo. Pour ce qui est de Shaolin, je ne connais pas grand-chose. Hein. Là, pareil, j'ai lu quelques livres. Il y a un livre intéressant, je vais vous le mettre là, voilà, je vais le faire apparaître. Je ne me souviens plus le titre, donc je mettrai après. Je crois que c'est de Wu-Tang à Shaolin, un truc comme ça. C'est un auteur français qui a fait une recherche, à mon sens, sérieuse, et avec en allant fouiller, hein, voilà, avec des sources, des vraies sources, hein, pas simplement des idées qui viennent des différentes écoles. Et le monastère Shaolin, lui, oui, à Shaolin, il est attesté qu'il y a une tradition martiale là-bas, qui s'est développée. Il y a toute une histoire autour. Allez regarder ce bouquin, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dedans. Voilà. Et donc, évidemment, dans les arts martiaux chinois, vous avez dans énormément d'arts martiaux chinois aussi des pratiques, entre guillemets, énergétiques. Hein. C'est-à-dire, souvent on dit, oui, le kung-fu, c'est un art martial externe. Non, enfin le kung-fu, ce qu'on appelle kung-fu. Parce que kung-fu, ça veut absolument pas dire art martial, hein, si on le traduit littéralement. Mais là, pareil, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, voilà, quand on voit les différentes boxes chinoises, il y a aussi dans énormément d'écoles un travail interne. Donc cette distinction qu'on peut parfois faire en Occident en disant interne-externe, on va dire ah oui, les trucs de Shaolin c'est de l'externe, alors que les trucs taoïstes c'est de l'interne. Non, c'est pas vraiment comme ça. Dans l'interne il y a l'externe, dans l'externe il y a l'interne, et j'allais dire l'un ne va pas sans l'autre, quoi. C'est comme si vous voulez séparer le yin et le yang. Ça marche pas, quoi. Voilà. Après, les écoles vont mettre un accent spécifique sur certaines choses. Mais je sais que dans les pratiques de Shaolin, il y a aussi énormément de travail interne. Et puis, ils ont aussi développé un travail de Qigong également. Voilà. Alors après, historiquement, comment tout ça s'articule. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est d'aller consulter ce livre qui est très intéressant et qui vous donnera beaucoup de pistes. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à venir approfondir la question avec moi en commentaire si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai une question de Armel. Je lis des questions sur le corps, la respiration, et qu'en est-il de l'esprit, de la spiritualité? Eh bien, dans les pratiques internes, dans les arts énergétiques chinois, on ne fait pas de différence, j'allais dire même dans la médecine traditionnelle chinoise, on ne différencie pas le corps, la respiration et l'esprit. C'est-à-dire on ne fait pas de séparation entre eux. Hein. Les deux, tous ces éléments-là travaillent de concert. Hein. La respiration pulmonaire, c'est également une manifestation du qi. Du souffle interne. Hein. Et puis le corps, la matière, est constitué à partir d'une essence qu'on appelle le qing. Hein. C'est une substance qui est vraiment fondamentale dans la médecine traditionnelle chinoise et qui nous rappelle cette notion des trois trésors, les sanpao. Et là, à nouveau, si vous voulez approfondir un peu, j'ai une vidéo, je vous mets le lien ici en haut à droite, une vidéo autour de cette notion de sanpao, des trois trésors. Et dans les trois trésors, justement, on a le qing, cette essence, hein, cette substance essentielle, cette matière première, qui va, par exemple, être justement au fondement, à l'origine de la matière et donc du corps. Elle va servir à plein d'autres choses aussi. Mais voilà, là, c'était pour revenir à cette question là, au niveau du corps. Puis la respiration, le qi, donc le souffle interne, l'énergie, va être aussi en lien avec la respiration pulmonaire. Hein. Par la respiration, on peut avoir une influence sur la circulation du qi. Et la qualité du qi va conditionner la qualité respiratoire. Et l'esprit, c'est ce qu'on appelle le shen, hein, dans ces trois trésors, qing, qi et shen. Le shen, l'esprit, lui, il se loge dans le cœur. On dit c'est le grand patron, quoi. Hein, c'est l'empereur, quoi. C'est lui qui va, c'est le chef d'orchestre, si vous voulez. Donc toutes ces trois facettes ne sont pas isolées les unes des autres, elles sont interdépendantes. Hein. Si vous voulez, quand on prend qing, qi et shen, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de graduation et qu'on va, j'allais dire, de quelque chose de dense vers quelque chose de plus en plus subtil. Hein. Le qing, c'est ce qui est le plus proche de la matière, j'allais dire. Hein. C'est une nature très yin. Et puis ensuite, on va avoir qi. Hein. Et qi, finalement, ça serait un peu un état intermédiaire entre qing et shen, hein, parce que shen, ben là, c'est l'aspect le plus éthéré de ces trois trésors. Hein, le plus subtil, on pourrait dire le yang de yang. Hein. Et entre les deux,
celui qui peut faire un peu le pont, j'allais dire, ça serait le chi, le souffle interne. Alors attention, quand je dis souffle, je parle toujours de ce qui circule dans les méridiens d'acupuncture. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un lien entre le chi, le souffle interne, et le souffle de l'air, la respiration. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Allez, je vais faire encore une question, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que il y en a déjà pas mal que j'ai traité et je ne sais pas combien il m'en reste après. Je regarde. Ouais, il en reste quand même pas mal. Donc, je vais traiter encore une question et après je garderai ça pour un 3e épisode. Cela va être rapide. Cher Daniel, si un jour je peux venir à La Réunion, comment je pourrais prendre contact avec vous pour faire une formation? Merci. Alors, écoutez, rien de plus simple. Hein. Vous pouvez me contacter ici sur YouTube. Vous pouvez me contacter aussi via mes cours de Qigong en ligne. Hein. Il y a des adresses mail via lesquelles vous pouvez me contacter. Je vous remets ici une adresse mail. Voilà. Cette adresse mail, ici, je vous la remets, vous pouvez me contacter directement via cette adresse. Voilà. Merci Liliane, c'était Liliane la question. Donc, je en traite encore une, puisque celle-là a été rapide. Et vous êtes bienvenue à La Réunion, effectivement, pour pratiquer ou suivre des formations avec moi. Alors, Annick, ma question est la suivante. Est-ce que tu peux me dire combien de temps ça prend pour ressentir le chi? Par exemple, dans les mains ou sous les pieds. Peut-être que je ne suis pas suffisamment ancré et manque d'expérience. Eh bien, je pense pas. Hein, voilà, c'est ressentir le chi, ça peut être très 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 rapide. Après, il faut s'entendre qu'est-ce qu'on entend par ressentir le chi. En fait, quand vous pratiquez et que vous sentez après la pratique des fourmillements dans les mains, des picotements dans les doigts, vous vous dites bah oui, c'est la circulation du sang. Effectivement, c'est la circulation du sang. Mais la circulation du sang est indissociable de la circulation du qi en médecine traditionnelle chinoise. Donc quand vous sentez ces picotements dans les doigts, dans les pieds ou des fois même sur le visage, au niveau des lèvres, on peut ressentir aussi parce que parmi les parties très très sensibles, très très innervées au niveau du corps, hein, on a les extrémités, hein, les pieds, les mains, les orteils, la plante des pieds, les mains, le bout des doigts, et puis aussi les lèvres au niveau du visage. C'est une partie qui est très innervée, donc très sensible. Et donc, quand vous sentez ces fourmillements, ces picotements, eh bien, c'est des sensations de circulation de qi. Hein. Dites-vous que la notion de qi, elle a vraiment différents degrés. Et elle a aussi un côté, j'allais dire, très terre-à-terre, très simple. Pour les Chinois, en médecine traditionnelle chinoise, la circulation du qi, c'est comme la circulation du sang dans les veines, quoi. Il n'y a rien de mystique. Pour nous, c'est un peu exotique, mais pour eux, c'est juste basique, quoi. C'est juste quelque chose de plus subtil, de plus éthéré, mais qui circule dans les méridiens d'acupuncture au lieu de circuler dans les veines. Tout ça pour vous dire que les choses sont simples. Donc, quand vous avez des sensations de picotement, vous pouvez aussi des fois avoir des sensations de chaleur. Ça peut commencer à chauffer, etc. Tout ça, c'est des sensations de qi. Voilà, tout simplement. C'est des choses très simples. Ensuite, évidemment, ces sensations, on peut les affiner, on peut les développer, on peut travailler sur une façon d'influer un peu sur la direction, la circulation du qi, et là, avoir des sensations dans des parties du corps spécifiques ou un peu différentes. Mais j'allais dire, le but du Qigong, c'est pas d'avoir des sensations finalement. J'allais dire, quel est le but de la pratique? C'est une question que je trouve qu'il est intéressant de se poser régulièrement. Dans l'absolu, quel est notre but? On a juste envie d'être en général heureux, quoi. Donc en bonne santé, heureux. Voilà. Donc soyez heureux en pratiquant le Qigong et plus le Qigong amène de la joie, de la légèreté dans votre vie, ou même si on peut passer à travers des choses difficiles, c'est pas non plus une solution miracle, mais j'allais dire le Qigong peut vous aider à traverser des choses difficiles qu'on ne traverserait pas de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'on les traverse en sifflotant, mais on les traverse. Et c'est déjà énorme de pouvoir traverser certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas traversées. On n'est peut-être pas au fond. Hein. On arrive à rester de la surface, même si c'est lourd à porter, même si c'est difficile. Tout ça, en tout cas moi, à mon niveau, les arts énergétiques chinois, le tai chi, le qigong, m'ont permis ça. Hein. Ils n'ont pas fait de moi un sage, ils n'ont pas fait de moi quelqu'un de parfait. J'ai mes douleurs, j'ai mes tensions, mais voilà, ça m'a permis de traverser tout ça, de glisser avec, j'allais dire, un peu comme le surf, hein, de surfer avec ça, même si on se fait rouler par les vagues régulièrement.
mais ça permet de rester dans le flow et de continuer à surfer, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus essentiel. Regardez comment le Qigong résonne dans votre vie, comment il vous permet finalement de jouer votre partition de vie, et prenez ça comme indicateur, plutôt que les histoires de sensations, de quoi que ce soit, etc. Pratiquez, les choses sont simples. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour toutes ces questions que vous avez partagées avec moi. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, et je poursuivrai cette séance de questions-réponses dans une troisième vidéo. Merci à vous et à bientôt.